Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mehdi Ben Ali. Je suis directeur général d'une agence de communication qui se trouve à Paris, à Pantin plus précisément, qui s'appelle BETC. Et moi, pour vous raconter des choses sur notre métier, j'ai besoin de vous raconter en 2 minutes mon parcours. J'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste, populaire. Et puis comme j'étais pas trop nul à l'école, mes parents m'ont un peu poussé à faire des études, mais malgré ça, j'avais du mal à trouver des opportunités pour faire le métier que j'avais envie de faire en France. Et donc je suis parti en Angleterre. Et j'ai passé une petite dizaine d'années à Londres. Et c'est là-bas en fait que j'ai commencé ma carrière. J'ai eu la chance de travailler dans des agences formidables et de commencer ma carrière dans la communication et la publicité. Mais en fait, ça a surtout forgé la manière dont moi je vis les sujets de mixité et de diversité. Parce que je suis arrivé dans une époque où à Londres, c'était avant le Brexit, c'était un espèce de truc assez formidable où tout se mélangeait, c'était un espèce de joyeux bordel. Moi j'avais des colocs du monde entier, des Iraniens, des Espagnols, des Italiens. Mon premier patron était indien, j'avais des collègues sri-lankais, sud-africains. Bon, c'était assez formidable. Et puis il y avait des gamins, des gosses de riches, et puis des gamins qui venaient de quartiers populaires, des gamins qui venaient des favelas de Sao Paulo, qui sont devenus mes copains et qui sont devenus aussi mes collègues et qui sont devenus mon réseau professionnel, si vous voulez. Et je vous raconte ça parce que ce truc-là, en fait, il est assez important dans la manière dont nous, on aborde les sujets de diversité à l'agence. Moi, je vois pas du tout ça comme une espèce de case à cocher pour rentrer dans des politiques de RSE. Je vois ça comme une chance comme un outil, en fait, assez formidable au service du métier qu'on fait. Et le métier qu'on fait, nous, c'est de la publicité, c'est de la communication. Ce qu'on fait au quotidien, c'est de construire des marques. Et puis, on se sert de ces marques pour commercialiser des produits, des services pour des grandes entreprises que vous connaissez tous. Et en fait, ce métier, il a changé. Il a changé drastiquement ces dernières années. On peut plus se contenter de faire des pubs pour dire qu'un yaourt est super ou pour dire qu'une paire de baskets est légère ou je sais pas quoi. En fait, ces choses-là sont devenues très génériques, sont devenues sans impact quelque part sur la communication. Et en fait, ce métier, il a changé vers quelque chose de beaucoup plus culturel. On a besoin d'avoir une compréhension granulaire, réelle, de la manière dont les gens s'approprient et utilisent les produits, les services, les marques qu'on commercialise. Et en fait, cette compréhension, elle est chez les gens qui sont issus de tous les quartiers, de toute la diversité, de toute la mixité qu'on peut connaître dans nos réseaux à tous. Moi, je vous donne un exemple. Je travaille pour une marque que vous connaissez qui s'appelle Decathlon. Et il y a quelques mois, ils ont vu arriver un rappeur que vous connaissez sans doute, Central C, qui est arrivé au British Fashion Awards habillé en Kalenji, en Quechua, de la tête aux pieds. Alors c'est un peu... ça fait peur chez eux. Je crois qu'il avait des chaussures Aldi, si je dis pas de conneries. Mais ça leur fait peur. Et à la fois, c'est quand on commence à comprendre les raisons pour lesquelles les rappeurs, les gens qui sont issus de la diversité, s'approprient ces marques-là, qu'on peut commencer à faire un marketing intelligent, qu'on peut commencer à faire une communication intelligente. Le marketing tel qu'il a été pensé, inventé par la plupart des annonceurs qu'on côtoie au quotidien avec Mercedes, il n'est pas pensé de cette manière-là. Et donc on a un rôle, nous. On a un rôle là-dedans, on a un rôle pour les aider à comprendre cette réalité d'usage, cette réalité, je dirais, dans la vraie vie de l'utilisation de leurs produits et de leurs services. Et ça, en fait, on ne l'apprend pas derrière des ordinateurs. Alors on peut faire des recherches sur les réseaux sociaux, on voit plein de trucs extraordinaires sur TikTok et je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est les gens qui la font, c'est les gens qui la comprennent, c'est les gens qui créent ces cultures, qui sont les réels garants et qui peuvent nous aider, en fait, au quotidien, à communiquer sur ces marques, sur ces produits, sur ces services. Si on n'a pas cette compréhension de la part des vraies personnes qui sont au contact au quotidien de ces cultures-là, notre métier, il devient déconnecté de la culture, et un, il devient sans intérêt, et deux, il devient sans impact. Et c'est ça qui est important pour nous, la diversité qu'on peut avoir dans l'entreprise quand on travaille dans une grande agence de communication comme BETC, elle est au service de notre métier, et elle est au service des entreprises et des marques qu'on représente. C'est un outil absolument extraordinaire. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que, quelque part, on a un rôle dans les industries de la création, les industries de la communication. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a 25 ou 30 ans, un mec comme moi aurait sans doute pas eu le poste ou les opportunités que j'ai aujourd'hui. Et ça, quelque part, alors on le doit un peu au boulot, un peu à la chance, on le doit aussi un peu aux gens qui sont passés avant nous, à Mercedes notamment, qui
apporte énormément de valeur et énormément d'importance à ces thématiques. Et donc aujourd'hui, je me rends compte que dans notre quotidien, on a une chance absolument incroyable quand on travaille dans le métier que je fais, c'est que les industries de la création, les industries de la communication, elles font vachement de bruit. En fait, c'est hyper visible. Ce qu'on fait au quotidien, moi je passe mes journées à livrer des campagnes de communication pour des grandes marques qui partent dans le monde entier et qui sont visibles sur les écrans de télé, sur les écrans de vos smartphones, dans la rue, sur l'affichage, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, mais auprès de dizaines, de centaines de millions de personnes. Donc la portée de nos messages est absolument gigantesque. Il y a peu de métiers qui ont cette chance-là. La musique, sans doute. Le cinéma, peut-être, quand il a de la chance. Mais la communication, c'est au quotidien. C'est au quotidien qu'on fait ça. Et donc à la fois, c'est une chance extraordinaire, mais c'est aussi une forme de responsabilité. Alors on a une responsabilité professionnelle de ne pas servir de la merde, si j'ose dire, aux gens qui sont devant leurs écrans, qui sont devant leur smartphone, qui voient les communications et les prises de parole des marques que nous organisons pour eux. Mais aussi, on a une responsabilité, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je le prends, de représentativité. Alors elle est importante chez nous pour les raisons que je vous indiquais précédemment, pour se dire qu'en fait on a la compréhension de la vraie vie, la compréhension des cultures, pour que nos campagnes de communication soient efficaces et impactantes. Mais on a aussi une responsabilité dans la représentativité de nos cultures et de nos personnes dans ces campagnes. Et donc cette visibilité, pour nous, c'est une énorme chance. Et elle n'a d'importance dans nos organisations, et ça malheureusement, c'est encore une réalité aujourd'hui, souvent qu'auprès des personnes qui en viennent. On a besoin en fait de personnes qui sont issues de l'immigration, de première, de deuxième, de troisième génération, peu importe, mais qui sont issues des cultures mixtes, diverses, pour porter ce besoin de représentativité. C'est chez nous que ça se passe. Nous, on a cet intérêt, on a cette ambition, on a cette envie de représenter des personnes qui nous ressemblent dans les prises de parole, dans les campagnes de publicité, de communication qu'on porte pour les grandes marques. Et donc ça, quelque part, c'est notre pouvoir, on a cette chance-là, mais c'est aussi notre devoir. Et c'est pour ça, chez BETC, nous, l'agence, nos bureaux, ils sont à Pantin. Et donc ça ressemble un petit peu, c'est pour ça que j'ai commencé par mon parcours en Angleterre, parce que Pantin, en tout cas l'agence, elle me rappelle un petit peu ce que j'ai connu quand j'étais en Angleterre. À l'époque, il y a, je sais plus combien, 40 nationalités qui sont représentées. Ça parle un peu toutes les langues. On se retrouve parfois dans des réunions, on se comprend pas tous très bien, parce qu'on a tous des trucs, des backgrounds très différents et des cultures très différentes. Mais c'est extrêmement riche. C'est une chance absolument formidable. Et en fait, moi, ce qui compte pour nous, c'est d'être au service des annonceurs, on en parlait juste avant dans le couloir, qui nous confient des budgets de communication importants. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de business qui est en jeu. Et donc on a quelque part ce devoir auprès d'eux, d'être capable de comprendre la manière dont les gens utilisent réellement, dans leur vraie culture, dans leur quartier, dans leur quotidien, les produits et les services qu'on commercialise. Et donc cette diversité, elle est un outil absolument formidable. On a besoin de ça. On s'en nourrit au quotidien et on en a besoin pour faire notre métier. Et on a cette responsabilité auprès de tout le monde. Donc moi je vous dis, venez nous voir à Pantin, venez nous voir chez BETC, on a besoin de vous. Mehdi vous a déjà dit en fait ce qui nous tenait à cœur. Alors juste un mot sur Pantin. Nous, on a toujours aimé aller dans les lieux où on est moins attendu. On se sent un peu moins utile dans le 8e, en fait, ou dans le 16e, ou là, dans le quartier de l'Ouest. Et franchement, je me souviens, c'est jamais facile hein, quand vous décidez d'aller à Pantin. Vous avez quand même une partie de votre population qui dit « Ah, Pantin ? C'est où ?» Non, les gars, regardez la ligne de métro. On a un métro qui tombe dessus, quoi. Ah oui, mais la ligne, elle est un peu plus dure. Au début, les filles disaient, on est moins protégés. Oui, c'est pour ça que c'est bien d'être à Pantin. Parce que s'il n'y avait rien, si c'était comme dans le 16e, je ne vois pas l'intérêt de faire un effort. Il faut faire des efforts pour aller rencontrer d'autres gens, parce que c'est les gens, c'est notre histoire, et on est plus utile à Pantin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour être plus utile à Pantin ? D'abord, on a créé un lieu, et donc ça attire des gens. Alors, on a un maire qui est plutôt très sympa, donc on essaye de travailler avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles.
Donc c'est assez passionnant. Un jour, j'ai vu défiler devant ma salle de réunion. Elles sont transparentes, donc je vois défiler une petite ligne de jeunes, super beaux, mais tous noirs, tous. Je me dis, putain, ils sont tous noirs, on a l'air d'être tout blancs. Ça s'appelle un ghetto, quoi. On les a mis tous ensemble, on nous met tous ensemble, et c'est intéressant qu'on soit tous mêlés, quoi. Donc, on essaye de faire ça, de faire que les écoles viennent, qu'elles nous posent des questions, qu'on essaie de se comprendre. Au début, on a compris qu'ils ne comprenaient pas parce qu'on n'avait pas le même langage. De toute façon, ce n'était pas si évident que ça. On a créé ce qu'on appelle les magasins généraux. C'est un lieu d'exposition qui est ouvert à tous les Pantinois, qui est gratuite. Donc, pour nous, c'est important. C'est des choses comme ça qui sont importantes. On a créé l'agence... au milieu de l'agence, en fait, quand vous rentrez, il y a un truc, c'est pas fermé, c'est une rue. Si vous voulez passer dedans, peut-être pas tous les acteurs. Vous pouvez traverser quand vous êtes. Voilà, donc Pantin, c'est important pour nous. D'ailleurs, on est très content du maire qui a décrété que cette année, ça s'appelait Pantine. Et quand même, mais c'est un dingue, parce qu'il trouvait qu'il y avait un enjeu sur les nanas. Bon, ok, Pantine, voilà, nous voilà Pantine. Et puis dans un café, il y a le maire, un garçon qui travaillait chez nous. Et puis, il entendait les gens du quartier parler. Il disait, ils sont arrivés, ils sont arrivés. Bon, d'accord. Il y en a un qui dit, non, mais j'ai compris, moi, qui c'est. Ce sont tous des acteurs. On s'est dit, bon, il y a un truc, quoi. Il faut qu'on se parle, quoi, parce qu'on n'est peut-être pas tous des acteurs. Voilà, donc Pantin, c'est important pour nous. D'ailleurs, on est très content du maire qui a décrété que cette année, ça s'appelait Pantine. Et quand même, mais c'est un dingue, parce qu'il trouvait qu'il y avait un enjeu sur les nanas. Bon, ok, Pantine, voilà, nous voilà Pantine. Mais il est bien, le maire, il déconne. Et ça aussi, c'est très important. Alors moi, je voulais vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur. Ça fait 10 ans que je suis présidente du conseil d'administration d'un musée. C'est un pays d'accueil de l'immigration. Qui a beaucoup ramené, qui s'appelle le musée de l'histoire nationale de l'immigration. L'immigration. Ça aussi, c'est important pour nous, c'est que dans notre temps, si on peut aider des tas de choses, évidemment, on a un combat sur les femmes, évidemment, on a un combat sur les migrants. Enfin, on a tellement de combats qu'on se demande si après on travaille sur autre chose. Mais on travaille et ça nous fait du bien de travailler sur ces sujets, bénévolement, évidemment, sur ces sujets importants. Et dans ces sujets importants, il y a le Musée national de l'histoire de l'immigration. Donc, je voulais vous dire 2 mots sur ce musée parce qu'il nous tient à cœur. C'est un musée qui est important pour moi parce qu'il raconte une histoire vraie. Et que le problème de ce qu'on vit, c'est que tout le monde nous raconte des bobards. Donc, par exemple, on nous raconte ce qu'est la France. Et on nous explique les Français de souche et quoi. Mais la France, depuis le XVIIIe siècle, c'est un pays d'accueil de l'immigration. C'est pas nouveau, quoi. Donc la France, elle est l'immigration. C'est l'immigration, elle n'est pas posée à côté de la France comme un truc bizarre. Il y a 3 pays de l'immigration, les États-Unis, la France, l'Australie, historiquement. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'au XVIIIe siècle, en France, les Français ne voulaient pas quitter la terre. Donc la révolution industrielle, on avait besoin de bras. Donc on a ouvert les portes. Il faut toujours savoir qu'on n'accueille pas les migrants comme ça pour rire. On les accueille parce qu'on a besoin d'eux. Et que ça nous arrange. Donc, on a accueilli dès le 18e des gens en nombre parce que ça nous arrangeait. Et notre immigration, elle était intéressante. Elle était intéressante sur 2 points. Elle était intéressante parce qu'elle venait d'un peu partout. Donc, on a eu des vagues successives venant de pays différents. Donc, elle est très variée. C'est sans fin, l'histoire de l'immigration française, tellement on a de pays. Et elle a une deuxième chose, c'est que la France avait une idée un peu baroque sur le laïc. Le laïc, c'est quoi? C'est la création d'un lieu, d'un centre, où les gens, quelle que soit leur histoire, leurs différences, se rencontrent et partagent un désir commun. Mais on a oublié que dans ce désir commun, pour que ça soit intéressant, il faut que les gens soient divers. Si tout le monde est pareil, le désir commun, ça s'appelle une évidence, quoi. On s'en fout. Ce qui est intéressant dans le laïc, c'est pas que les gens n'aient pas de religion, c'est qu'ils en aient une, mais qu'à un moment donné, ils considèrent que les autres peuvent en avoir une autre. Et que c'est pas une gêne, mais quelque chose d'intéressant, de riche. La différence, c'est quelque chose de riche. Le musée de l'immigration, depuis 10 ans, c'est ce parcours que j'essaie de lui faire, c'est-à-dire de dire que
oui, on a un espace commun et il faut être clair sur les valeurs de l'espace commun, les droits humains, les trucs comme ça. Hein, c'est pas de la blague. Hein, le respect des gens, le fait de ne pas leur faire n'importe quoi, c'est pas de la blague. Et en même temps, leur diversité est une richesse. Donc on essaie de raconter ces histoires-là. Chaque fois qu'on prend un sujet, les Italiens, les Tchèques, les Polonais, tous les gens qui sont venus en France, chaque fois qu'on prend un sujet, en fait, on est obligé de faire appel à des historiens qui foncent dans le sujet parce qu'il y a un manque de connaissances sur cette diversité. Et ainsi, on ouvre des sujets qui sont extrêmement intéressants. Je voudrais vous raconter une expo qui m'a marquée, c'est celle sur le luxe, sur la fashion, la scie française. On s'est dit, avec Saillard, avec Olivier Saillard, on va regarder si la fashion française, elle est française de souche ou elle est française compliquée. Ben, je peux vous rassurer, elle est française compliquée. On a commencé à sortir tous ceux qui sont venus en France et qui ont marqué de leur empreinte les Alaya, les Japonais, les Italiens, qui sont venus en France pour travailler sur la Fashion Mix. Et on a créé, d'ailleurs, c'était un grand défilé avec toutes les nationalités. Est-ce que ces gens, Balenciaga, est-ce que Balenciaga, il a oublié l'Espagne en arrivant en France? Mais que dalle! Pourquoi vous croyez que tout était noir? Pourquoi vous croyez cette espèce de dignité noble, d'où ça venait? Ça venait de l'Espagne. Il n'a pas renié son Espagne en arrivant en France. Il a donné à la France un morceau de l'Espagne. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc c'est cette histoire-là qu'on a envie de raconter au musée. Donc, c'est important de soutenir ce musée. Ce musée, il est toujours controversé. Toujours. C'est-à-dire, à la fois on me soutient, et puis à la fois on ne vient pas me voir trop, parce que le sujet de l'immigration, c'est toujours un bordel. C'est toujours un truc. Ce musée, il est important aussi parce que je colle beaucoup d'historiens dans ce musée. Par exemple, la nouvelle exposition qui va ouvrir, on a fait travailler 40 historiens très importants pour avoir les vrais faits. Et c'est très important d'avoir les vrais faits parce qu'on nous raconte n'importe quoi. On nous raconte que la France est envahie, mais par qui? Il y a longtemps qu'on a fermé nos frontières. Donnons les chiffres et on verra bien. On est un des pays les plus fermés. Pourquoi on gueule comme des putois, là? On est un des pays les plus fermés. Pas uniquement, d'ailleurs, parce qu'on a fermé, mais parce que parfois, on leur fait peur aux migrants. Tellement on est fermés nous-mêmes. Donc, donnons les vrais chiffres. Donnons les vraies histoires. Je parlais d'un livre qui s'appelle Le Grand Déni, qui vient de sortir par François Héran. Je vous le recommande. Ça raconte l'histoire, justement, des vrais chiffres. De la fermeture de la France, qui est récente, qui n'est pas très française, en fait. Il y a des gens qui disent être français, c'est être contre l'immigration. Non, être français, c'est considérer que ce pays est tellement extraordinaire qu'on peut naître en France, peinard, et on peut venir d'ailleurs et choisir la France. Et que nul ne me dira que je suis moins française que quelqu'un qui est né en France. Pourtant, je suis née à Barcelone. Et pourtant, j'aime Barcelone. Mais je suis immigrée, et mon immigration a créé des liens forts avec ce pays, et je contribue beaucoup à la France. Et la France a contribué à ce que je suis. Donc, il faut raconter ces histoires. Et dans Le Grand Déni, vous voyez en effet les vrais chiffres, mais vous ne voyez pas que les vrais chiffres, vous voyez les vrais problèmes aujourd'hui de l'immigration, parce que quand des gens arrivent en France, là, qu'ils ont traversé les mers, vous croyez qu'ils ont fait ça par plaisir? Je vais aller en promenade, gagner un peu plus de sous en France. Mais c'est un gag. Et qu'on les accueille comme on les accueille. Mais c'est une honte. C'est tout ça que parle Le Grand Déni. C'est de tout ça. Et du besoin qu'on va avoir de ces gens qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on en a toujours eu besoin. Vous savez, les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont toujours faim. Faim. Donc quand on a faim, on travaille vachement. On a tous travaillé pour essayer... Vous savez, moi j'ai été, avant d'être publicitaire, prof de français, latin, grec. Vous savez pourquoi j'étais prof de français, latin, grec? Parce que je croyais, en arrivant en France, que le seul vrai métier, c'était prof de français. Parce que le français, il fallait le parler comme tous les Français. Mieux que tous les Français. Donc je croyais qu'il n'y avait que ce métier. Après j'ai compris que c'était un peu plus compliqué.
Mais les Français, venus d'ailleurs, ils apportent leurs différences et ils nous apportent beaucoup. Donc c'est très important de soutenir ce musée qui est pas du tout une évidence. Pour tous les présidents, ce musée a été une complication. Je passe ma vie à faire la manche pour essayer d'avoir des sous, pour que ce musée soit à la hauteur des 25% des gens qui sont issus de l'immigration. Et je trouve que cette parole, elle est très importante. J'ai de la chance d'être dans un métier qui s'appelle la communication. Donc, il y a 2 choses que je fais très fort pour ce musée. C'est faire la manche pour obtenir des médias. Et ils sont assez sympas avec moi parce que je suis sympa quand même. Donc, finalement, j'obtiens de Co, des abribus. De Co m'a dit d'ailleurs que la raison pour laquelle il me soutenait, c'est que son père était très sensible à tous ces gens qui avaient nettoyé tous les abribus de la ville. Ça n'a jamais été un Français. Donc, respect, quoi. Et puis, ça nous permet à nous, agences de pub, de faire des campagnes qui redisent des choses, des faits, qui peuvent faire du bien. Et je sais que c'est difficile de transformer les gens. Je sais, quand ils ont une idée en tête, c'est dur. Mais si on n'est pas nombreux à porter une parole différente et à oser l'exprimer fortement, on ne va pas s'en sortir. Il y a quand même plus de gens qui peuvent nous comprendre que de crétins qui peuvent ne pas nous comprendre. Donc il faut leur donner les vrais chiffres et les vraies données. Je voulais juste vous montrer, il y a très longtemps, alors maintenant, il va y avoir des événements super importants au musée de l'immigration. Donc il faut que vous veniez tous. En plus, c'est pas cher, je fais des tarifs... Et en plus, c'est hyper sympa parce que, vous savez, je suis au palais de la Porte Dorée. Alors, ce palais, là aussi, on m'a emmerdé parce que c'est un palais colonial. Il a été construit dans les années 30. Et on m'a dit, pourquoi le musée de l'immigration est dans le palais colonial? J'en sais rien, mais heureusement qu'il y avait le palais parce que sinon, personne ne venait. Au moins, ils venaient pour regarder le palais. Et du coup, je leur montrais le musée. Mais ce palais colonial, il a été construit en 1930 comme un hymne aux colonies, vu par les Français. Donc, il faut raconter cette histoire avec honnêteté et avec des faits, et pas des trucs faux. Et merci de ne pas détruire les colonnades, parce que moi, je ne vais pas détruire Versailles, parce que je ne crois plus au roi, quoi. Et en gros, Versailles, j'aime bien. Le palais, vous allez bien aimer. Et quand vous rentrez dans ce palais, dont il faut raconter l'histoire, dont il faut prendre la mesure de l'écart pour expliquer ce qui s'est réellement passé, vous avez le musée de l'immigration. Et vous avez, je vous le dis tout de suite, un aquarium incroyable construit dans les années 30, avec des poissons qui venaient des mers rouges pour expliquer que non seulement nous avions les terres, mais nous avions les mers. Et du coup, vous pouvez emmener vos enfants, ils adorent ça. Vous les abandonnez un peu, et puis après, vous les montez un peu au musée de l'immigration pour qu'ils apprennent l'histoire de la France, la vraie histoire de la France. Et donc, on a fait 2 choses. Là, on va avoir une réouverture de l'exposition permanente. On a revu l'historicité. Alors, il y a des témoignages, parce que les gens nous amènent, ils font des dons, ils nous amènent des trucs qui représentent le plus l'immigration. Par exemple, on a un stock de machines à coudre. Pourquoi on a un stock de machines à coudre? Parce que les femmes qui émigraient emmenaient leurs machines à coudre. C'est d'ailleurs pour ça que les artisanes du luxe français viennent beaucoup de l'étranger, parce qu'elles ont amené la dentelière du Portugal, de la Roumanie, etc., un vrai savoir-faire. Donc on a ces objets-là, on a des photos, on a de l'ethnologie, on a de la sociologie, on a de l'histoire et on a de l'art, parce que l'art représente aussi très très fortement ce que ressentent les immigrés. Donc venez bientôt, au mois de mai, on va rouvrir ce parcours. Donc plus vous serez présents, plus vous soutiendrez et mieux on entendra cette parole. Et plus je pourrai dire à mes différents ministères et à Emmanuel Macron, tiens, on m'avait dit que le musée de l'immigration, ça ne marcherait pas. Et bien sûr que ça marche. Bien sûr que ça marche. C'est peut-être un sujet difficile, mais qui passionne nos Français. Donc arrêtons. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir après une immense exposition sur l'Asie, parce que l'immigration asiatique, ça existe, et c'est passionnant. Et vous allez voir combien elle a été créative et importante aussi en France. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et je voulais juste vous montrer ce que ça me permet de faire. C'est qu'il y a quelques années, donc je vais recommencer, je vous rassure. Il y a quelques années, quand on a ouvert le musée, on a fait des campagnes
sur les abribus qui racontaient l'immigration, ça fait toujours des histoires. Et oui, ça fait des histoires. Ça fait des histoires entre les gens, mais ça fait... Tout le monde en parle, mais ça fait des problèmes, ça fait des choses. Et on ne les assume pas. Nos ancêtres n'étaient pas tous des Gaulois. Ton grand-père dans un musée. Et un Français sur 4 est issu de l'immigration quand on remonte au grand-père. Quand je remonte en haut, c'est un tiers des Français. Donc les gens qui nous disent que la France leur appartient, attention, c'est plus compliqué que ça. Et je vous promets que la prochaine campagne, celle qui va sortir pour le musée, elle décoiffera de nouveau. Et pour vous dire à quel point c'est dur de faire ces campagnes, c'est que la veille de la sortie de ma campagne, j'ai le ministère, j'ai Matignon qui m'a appelé, Matignon à l'époque de gauche, m'a appelé, pour me dire, est-ce que tu es sûr que tu sors la campagne? Moi, ma campagne était normale, quoi. Donc, je me suis dit, oulala, j'ai réagi assez vite. Hein. Je me suis dit, là, ils vont m'emmerder. Donc, j'ai dit, ça y est, c'est parti, j'ai envoyé tout. Je ne peux plus rien faire. Et voilà, elle est sortie. Donc, la bonne nouvelle sortira aussi. Et on dira quelque chose autour de la richesse que représente cette diversité. Merci de m'avoir écouté.